Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les premiers effets de la mondialisation libérale. La première partie de notre étude va dresser le constat des premiers effets de la mondialisation libérale, tels qu'ils ont été vécus au cours des 25 dernières années. Après un bref aperçu sur la philosophie économique libérale, nous présenterons 5 composantes concrètes de la mondialisation libérale. Le libre-échange international transforme le monde. Mouvement des capitaux et pouvoir du capital. L'allègement des contrôles. Le freinage de la dépense publique. La priorité à la politique de l'offre. Chapitre 1. Ce que dit la philosophie économique libérale. Prétendre dégager en quelques mots les grandes lignes de la philosophie économique libérale relève de la gageure. Nous essaierons de le faire en nous référant à l'œuvre de Friedrich Hayek, qui fut l'un de ses porte-paroles les plus éminents. Selon Hayek, la compétition est plus efficace que n'importe quelle coopération pour assurer à la population mondiale, prise globalement, la production la plus élevée possible. Le système libéral est donc fondé sur la concurrence, qui doit être la plus parfaite possible. L'efficacité économique qui en résulte suffit à la création du progrès social. Le progrès social, c'est que chacun soit à la place qu'il mérite dans l'appareil économique, compte tenu de ses capacités à jouer le jeu libéral. La philosophie qui sous-tend le fonctionnement du système est essentiellement individualiste. Dans cet univers, chacun, qu'il choisisse d'être entrepreneur ou candidat au salariat, cherche à maximiser son profit personnel. Les prix et les salaires, prix du travail, sont l'échelle de valeur commune qui permet à chacun de faire ses choix. Il y a autant de buts différents que d'êtres humains. Leurs actions ne sont en rien concertées. Mais leur ensemble, à condition que chacun ait respecté les règles du marché, est conduit par ce qu'Adam Smith a appelé une main invisible, vers l'optimum global, sans pour autant qu'aucun n'ait visé cet optimum. C'est que le jeu du marché crée un ordre spontané, en dehors de toute intervention consciente et rationnelle des différents acteurs. La production globale qui résulte de cet ensemble d'efforts, c'est-à-dire la somme globale à distribuer au niveau mondial, sera alors maximale. Bien entendu, le processus demande du temps. Il y a là une longue suite d'approximations successives qui s'enchaînent dans l'existence de chacun. Et il est essentiel que les pouvoirs publics n'interviennent en rien, ni dans le processus, ni en fin de processus. La répartition finale des ressources est très inégale. Les uns, l'élite, auront beaucoup, et certains, peu doués, devront accepter un salaire misérable ou l'exclusion. La charité privée peut aider ces derniers, si elle n'interfère pas avec le processus marchand. Mais toute solidarité collective est à prohiber. Il n'y a pas à imposer un quelconque ascétisme à certains pour aider les autres. Ce qu'Hayek nous a présenté dans son œuvre, c'est la théorie libérale telle qu'il l'a lui-même ressentie et qu'il a cherché à la décrire. Les économistes et les personnalités politiques qui ont préconisé la mise en pratique de ladite théorie n'ont pas nécessairement adhéré à tout ce qu'a écrit Hayek. De plus, depuis 25 ans qu'elle devient peu à peu l'orientation dominante des politiques de la plupart des pays, beaucoup de ces politiques n'ont pas jusqu'ici, tant s'en faut, appliqué tous les principes d'Hayek. Chapitre 2. Le libre-échange international transforme le monde. L'ouverture de plus en plus large des frontières a stimulé la concurrence. Celle-ci s'est renforcée entre les entreprises des pays économiquement avancés, notamment au sein de l'Union européenne, et entre celle-ci et les États-Unis. Elle s'est d'autre part accrue entre l'Europe et les pays en développement, principalement les pays émergents de l'Asie du Sud-Est. Ainsi, les vieux pays industriels d'Europe ont mieux qu'auparavant maîtrisé leurs prix au cours des 20 dernières années, tant sur les marchés locaux qu'à l'exportation. Mais le freinage des prix de beaucoup de ces produits a été obtenu par une stabilité ou même une baisse des salaires du personnel qui les a réalisés, d'où une quasi-stagnation du pouvoir d'achat de la plupart des salariés modestes et même moyens. Quant au prix des produits des pays en développement, grâce à l'accroissement de leur productivité, et compte tenu de l'extrême modicité des rémunérations de leurs travailleurs et de la faiblesse de leur protection sociale, ils sont restés très inférieurs aux nôtres. Notre compétitivité est donc restée faible pour de nombreux produits.
Une nouvelle répartition de la production s'est ainsi faite sur la planète au cours de ces 20 années. Les pays industriels européens ont plutôt accru leur place dans la production mondiale de haute technologie et d'articles de qualité supérieure ou de luxe, ainsi que dans la production de services. Les pays en développement ont surtout accru jusqu'ici la leur dans la production de biens de qualité moyenne ou de bas de gamme. Quant à la croissance, elle a progressé sensiblement moins qu'auparavant dans les pays économiquement avancés. Dans les pays dits émergents, principalement ceux très dynamiques de l'Asie du Sud-Est, elle a au contraire fortement progressé. La fragilité et la misère restent cependant encore le lot dominant dans certains pays en développement d'Asie et d'Amérique latine, et surtout d'Afrique. Mais ce n'est pas fini. Car la concurrence tend à s'accroître. La compétition entre les grandes entreprises multinationales les a conduites à créer de nouvelles filiales en divers pays, les uns économiquement avancés, les autres en cours de développement. Elles ont aussi acheté dans ces pays certaines entreprises locales déjà existantes. Il résulte de cette course à la taille que les intérêts et le sort des salariés de nombreux pays dépendent de plus en plus de décisions prises en d'autres pays. Il en résulte aussi que les entreprises multinationales apportent avec leurs investissements leurs techniques les plus modernes, ce qui a pour effet de révéler les qualités professionnelles des salariés des pays neufs, rendant ces pays de plus en plus compétitifs, même dans certaines productions haut de gamme et certains services, cas par exemple de l'informatique indienne et de secteurs entiers de l'industrie chinoise. Cette compétitivité est d'autant plus forte que les progrès de productivité de ces pays sont plus utilisés pour diminuer leurs prix, déjà très faibles, que pour augmenter les salaires de leur personnel. C'est que le nombre des inactifs est tel là-bas, que la pression à la hausse des salaires telle que l'Europe l'a jadis connue, est pour le moment chez eux quasi inexistante. Le bilan sur le plan financier, c'est-à-dire le solde des échanges commerciaux de la France avec l'étranger, a été globalement négatif au cours de la décennie 80, essentiellement du fait de nos achats de produits énergétiques. Il a en revanche été encore positif à cette époque en ce qui concerne nos échanges de biens de consommation avec les pays en voie de développement, mais le taux de couverture positif de nos importations par nos exportations de ces produits a diminué tout au long de la décennie en question, sauf dans les relations avec l'Afrique. Au cours des 12 dernières années, le bilan global a été différent. Nos échanges extérieurs ont été presque continuellement excédentaires, avec quelques difficultés toutefois dans la toute dernière période du fait que la valeur de l'euro est alors devenue anormalement élevée par rapport à celle du dollar. Mais le bilan de nos exportations et de nos importations avec l'Asie du Sud-Est, et à un moindre degré, l'Amérique latine, est devenu peu à peu considérablement négatif. Nos partenaires européens économiquement avancés ont connu à peu près comme nous ces problèmes. Quant à l'impact de ces mêmes échanges export-import sur la situation de l'emploi dans les pays européens, il a été positif pour les personnels les plus qualifiés et négatif pour les moins qualifiés, et cela dès les années 80. En France, il en est sans doute résulté, au cours des 20 ou 25 dernières années, le licenciement de 200 à 300 000 salariés et peut-être davantage. Aujourd'hui, la réputation des travailleurs des pays émergents s'est répandue, et des entreprises françaises comme d'autres entreprises européennes tendent de plus en plus à délocaliser certaines de leurs activités vers la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. C'est heureux pour les populations des pays en développement, mais c'est autant de chômeurs de plus en Europe, du moins en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, mais pas en Europe de l'Est. Chapitre 3. Mouvement des capitaux et pouvoir du capital. La libre circulation des capitaux à travers la planète devait en principe permettre une meilleure allocation des ressources. Celui qui lira cette phrase pensera un instant qu'il s'agit, sous cette expression, d'une répartition plus équitable des moyens de financement entre les nations et entre les entreprises en fonction de leurs besoins. En fait, dans le système libéral authentique, l'argent ne va pas là où on en a le plus besoin, mais là où il est le plus efficace, c'est-à-dire où il rapporte le plus. Cette expression traduit donc un côté de la mondialisation libérale plus ambigu qu'on ne le croirait a priori. Pour les pays en développement, l'abondance des capitaux privés devait être un bienfait. Ça l'a été pour certains.
Mais les flux de ces capitaux se sont révélés souvent par trop irréguliers. Ils sont partis aussi facilement, voire plus facilement qu'ils étaient arrivés, rendant parfois quasi exsangues des pays qui, tout en ayant certaines faiblesses structurelles, n'étaient pas dépourvus de potentialité de progrès. Quant aux capitaux publics allant vers ces pays, ils ont plutôt diminué, sauf lorsque les 10 pays étant en difficulté, ont eu recours à l'aide du Fonds monétaire international. Leurs appels ont souvent été satisfaits de la part de celui-ci, mais avec des exigences de rigueur gestionnaire d'inspiration libérale, ayant des effets parfois très durs à supporter par les catégories sociales les plus pauvres, et suscitant de leur part contestation et révolte accompagnées de crises financières. Les situations récentes semblent toutefois plutôt s'améliorer. Dans les pays économiquement avancés, l'effet majeur de la mondialisation a été le changement de dimension et même de rôle des bourses de valeur. L'utilité de ces institutions n'est évidemment pas contestable. Mais l'abondance des capitaux résultant de l'ouverture totale des frontières a fait qu'entre 1980 et l'an 2000, la demande d'actions a beaucoup plus augmenté que l'offre, c'est-à-dire le nombre d'actions disponibles sur les marchés. Il en est résulté une hausse énorme du volume de transactions. On estime que 1500 voire 1800 milliards de dollars ont changé de main chaque jour sur la planète et du cours des actions. En 20 ans, celui-ci a été multiplié par 17 à la Bourse de Paris. L'évolution des cours a été moins fondée que par le passé sur une évaluation aussi rigoureuse que possible, par des experts, des perspectives économiques et financières à long terme de chaque entreprise. Ce sont quelques gourous internationaux qui ont fait les cours. Leurs jugements sont souvent plus sensibles à l'événement mondial du jour, qui n'est même pas toujours économique ou financier, qu'à des perspectives économiques objectives à moyen ou long terme. Pendant 20 ans, les opinions de ces gourous se sont répandues et ont convergé quasi instantanément. D'où une grande volatilité des cours de certaines actions, fluctuations parfois considérables d'un jour à l'autre et une grande fragilité globale des cours. C'est ainsi qu'après 20 ans de montée presque continue et parfaitement irréaliste, les cours à la Bourse de Paris ont diminué à peu près de moitié entre l'automne 2000 et le début de 2003. Plus récemment, l'évolution des transactions et des cours a été à la fois plus raisonnable et un peu plus rationnelle. L'évolution des cours de bourse n'est pas sans influence sur la croissance. Cela est surtout vrai aux États-Unis, où Wall Street influence de manière sensible la dépense de consommation quotidienne des ménages. C'est que outre-Atlantique, votre banque vous fait d'autant plus facilement crédit que votre portefeuille boursier augmente. Cela est beaucoup moins vrai en Europe, où d'ailleurs la proportion des propriétaires d'actions, en France 16% du total des ménages, est beaucoup moins élevée qu'aux États-Unis. Mais il existe une certaine contagion entre Wall Street et les bourses européennes, et du coup, plus que par le passé entre la croissance américaine et la croissance européenne, les fluctuations de celle-ci suivent celles de celle-là avec un décalage d'1 à 2 ans. L'influence des marchés boursiers sur la gestion des entreprises cotées, et par contagion sur de nombreuses entreprises dépendant plus ou moins de celles-ci, est également plus importante aujourd'hui que naguère, et surtout que jadis où c'était plutôt l'évolution de l'activité des entreprises qui influait sur les bourses. C'est que le pouvoir des actionnaires est devenu important, et même excessif. À de nombreux petits actionnaires individuels, gérant en père de famille un portefeuille d'actions bien de chez nous, c'est partiellement, mais largement, substituer un petit nombre d'actionnaires puissants, souvent du type investisseurs institutionnels et souvent étrangers, et pour cette dernière raison éloignés humainement des entreprises dont ils sont en fait les principaux propriétaires. C'est ainsi que les fonds de pension anglo-saxons possèdent aujourd'hui près de la moitié des actions des entreprises du CAC 40, dont ils ne possédaient que 10% en 1985. Ces actionnaires, lorsqu'ils achètent un paquet d'actions, visent souvent un profit quasi immédiat, puis, ce profit encaissé, ils s'en vont placer leur argent ailleurs. Ils en attendent le plus souvent des profits très élevés, exigeant couramment 10% et jusqu'à 15% de rendement annuel des fonds qu'ils ont placés. Or une entreprise, sauf dans les premiers temps de son existence ou lors d'une phase nouvelle d'expansion suscitée par une innovation majeure, ne peut pas normalement produire durablement de tels taux de profit. Pour satisfaire les actionnaires, donc le marché, les dirigeants sont alors obligés de licencier non pas seulement les salariés incompétents, mais aussi les moins bons. Il leur faut en même temps freiner l'évolution des salaires de ceux qui restent,
sauf ceux des cadres les plus performants, dont la rémunération évolue de façon personnalisée. Puis, quand n'apparaît plus la possibilité de dégager, par ces moyens du bord, des marges de rentabilité suffisantes, ils sont amenés à vendre les morceaux les moins rentables de l'entreprise, et ou à en acheter d'autres chez leurs concurrents nationaux ou étrangers, ou chez certains de leurs sous-traitants. Ainsi est quasiment sans cesse modifié le contour de ce qui naguère était une communauté entrepreneuriale, durablement soudée. Les managers eux-mêmes, lesquels aujourd'hui sont de plus en plus souvent des financiers, alors que c'était jadis plus fréquemment des ingénieurs, sont fragilisés. Leur but ne peut plus être, avec le concours de leurs salariés, de créer simplement de bons produits. Il leur faut faire de l'argent. Les dirigeants restent d'ailleurs moins longtemps que jadis dans la même entreprise. Quant aux profits, ils sont moins que naguère utilisés pour assurer l'avenir à long terme de l'entreprise elle-même dans sa fonction créatrice initiale, en investissant chez soi, au sens traditionnel du mot investissement. L'effet de tous les changements qui affectent ainsi aujourd'hui beaucoup d'entreprises, surtout parmi les grandes, est de susciter souvent chez leur personnel l'inquiétude, le stress, la méfiance. Il n'y a plus guère alors de communauté, de sécurité du lendemain, de projet à long terme. D'ailleurs, les instances européennes, quand elles s'expriment, prônent de plus en plus la mobilité à la mode américaine, ce qui est compréhensible pour des cadres supérieurs, appelés à opérer dans un univers mondial et ayant appris à s'y sentir à l'aise, mais peut-être désorientant pour beaucoup de salariés moyens et modestes, enracinés dans un environnement géographique, sociologique et culturel traditionnel, et moins apte aux changements rapides. Au total, les salariés peuvent légitimement se demander si, depuis une bonne vingtaine d'années, la baisse du pouvoir syndical n'a pas fait place à un excès de pouvoir des détenteurs et des gestionnaires du capital. La contestation se répand ainsi peu à peu. Elle se manifeste dans la rue chez les salariés publics. Leur statut fait que ça leur est plus facile qu'aux autres, dont ils se veulent d'ailleurs solidaires, et plus discrètement chez les salariés privés au moment des élections politiques. Chapitre 4. L'allègement des contrôles. De façon générale, la suppression ou l'allègement des règlements et des contrôles nationaux et internationaux a simplifié la tâche des gestionnaires, diminué les coûts de production et facilité les échanges. Mais ces effets positifs s'accompagnent souvent d'effets pervers. Tout le monde a dans l'esprit les affaires de corruption ou de comptabilité plus ou moins falsifiées aux États-Unis, Enron ou en Europe, Parmalat, dont l'effet sur la conjoncture économique a été plus ou moins néfaste. L'insuffisance de contrôle n'y est pas pour rien. Le recours libre aux paradis fiscaux permet aussi de réduire parfois massivement certains coûts au profit de certaines entreprises, mais au détriment de celles qui jouent le jeu fiscal normal. On a vu également à plusieurs reprises qu'en matière de transport maritime, les législations internationales, y compris sociales, n'étaient pas toujours appliquées. Enfin, ce qu'on appelle l'argent sale est depuis une vingtaine d'années plus abondant. Racket, prostitution, drogue, est plus difficile à contrôler malgré les meilleures intentions, car il semble blanchi plus aisément du fait de l'insuffisant contrôle de certains établissements financiers. Certes, en sens inverse, un organisme international comme l'OMC, Organisation mondiale du commerce, a reçu en principe de l'ONU un rôle d'organisation de la concurrence mondiale, de sorte qu'elle soit génératrice de progrès économique et social à la fois pour les pays du Nord et ceux du Sud. L'un des buts poursuivis est que chaque pays respecte les règles d'une concurrence loyale. Mais cela supposerait que des conventions concernant les conditions de vie, les rémunérations et la protection sociale des travailleurs soient partout élaborées et surtout appliquées. Il faudrait pour cela que l'OMC travaille davantage en synergie avec une institution comme le Bureau international du travail. Certains économistes ont également suggéré, au cours des années récentes, le retour à un minimum de contrôle international des flux de capitaux, tandis que quelques pays bénéficiaires d'entrées de capitaux importantes ont jugé prudent de prendre leurs précautions pour en éviter ultérieurement la fuite, et ont instauré un contrôle d'échange, Chili, Malaisie. On a d'ailleurs pu lire en mai 2003, dans The Economist, le journal britannique considéré par beaucoup comme la Bible du libéralisme, qu'il serait sans doute sage d'instaurer de manière restreinte et dans des situations précises un contrôle international des capitaux, pour éviter l'excès d'instabilité qui a frappé leurs mouvements depuis leur dérégulation. De façon plus générale,
Des vœux sont de temps en temps exprimés par certaines personnalités économiques ou politiques ou par certaines institutions, en vue de mettre en place une déontologie internationale et des dispositions éthiques portées par des structures adéquates pouvant se substituer aux anciennes réglementations nationales. Mais la conviction qui semble la plus répandue et le discours dominant sont qu'on ne peut rien faire. Et pour le moment, le problème d'une gouvernance mondiale efficace n'est que très partiellement traité. Chapitre 5. Le freinage de la dépense publique. La pure théorie libérale conteste la dépense publique. Celle-ci n'est acceptable que pour assumer les fonctions irremplaçables de l'État, c'est-à-dire essentiellement ses fonctions régaliennes défense, diplomatie, sécurité, justice. Toute autre dépense publique est jugée a priori peu efficace, en tout cas beaucoup moins efficace que la dépense privée. Tout en étant bien loin d'adopter ce jugement extrême, les institutions européennes ont invité à diverses reprises certains pays membres de l'Union à réduire leurs dépenses. Ce n'est pas tant ces dépenses en elles-mêmes qu'elles critiquaient, mais sans doute craignaient-elles qu'on ne les accroisse davantage que les recettes fiscales ou les autres prélèvements, d'où le risque de déficit public excessif. Or on sait que le traité de Maastricht a limité l'ampleur de ces déficits à 3% du produit intérieur brut, PIB, des pays concernés. Certes, s'il y a eu à propos de certains déficits supérieurs à 3% du PIB des discussions assez vives entre les autorités européennes et les pays jugés coupables, notamment la France et l'Allemagne, il y a eu en fin de compte des arrangements raisonnables. Mais une forte pression a été exercée à cette occasion pour amener les pays en question, et par précaution, les autres, à réduire leurs futurs projets de dépenses. Ces événements ont eu en France des conséquences non négligeables. Une partie notable de l'opinion s'est inquiétée de l'existence de déficits publics, en leur prêtant d'ailleurs souvent des effets négatifs surestimés. Une autre part de l'opinion, beaucoup plus restreinte, ainsi que certains experts plus ou moins fortement marqués par les idées libérales, ont critiqué non pas tellement les déficits, mais plus directement la dépense publique en soi, en exprimant vigoureusement le vœu qu'elle soit considérablement réduite. Bien que les réactions en question se soient surtout manifestées pendant les 10 années les plus récentes, il est utile d'examiner, non seulement ce qu'a été effectivement la politique des autorités françaises en matière de dépenses publiques pendant cette période, mais aussi ce qu'elle avait été au cours des décennies précédentes. Notons d'abord que par dépenses publiques, on rassemble, conformément aux normes internationales, les dépenses de l'État, celles des collectivités locales et celles des organismes de sécurité sociale. Ce regroupement est nécessaire pour comparer les dépenses de pays différents, car les tâches confiées aux diverses structures constitutionnelles de ces pays varient d'un pays à l'autre, et quelquefois d'une époque à l'autre. Dans le cas de la France, l'évolution entre 1949 et 2003-6 de la dépense publique totale, exprimée en francs constants, ou en euros constants, a été la suivante, en moyenne par période et en pourcents par an. Taux d'évolution, en pourcents par an dans chaque période, de l'ensemble de la dépense publique française, exprimée en francs constantes. On voit que les divers gouvernements français qui se sont succédés ont freiné de plus en plus la dépense. Au cours des 20 dernières années, ils ont été sensibles aux pressions qui les invitaient à la réduire. Mais ils se sont contentés de continuer à en freiner de plus en plus le rythme d'augmentation, sans aller jusqu'à la diminuer. Diminuer la dépense n'est pas en effet aussi facile qu'on le croit. Les partisans de cette réduction disent qu'il n'y a qu'à supprimer les dépenses inutiles ou improductives. Mais s'il est excessif de prétendre que la gestion publique est toujours productive, il est aussi peu objectif d'y voir partout du gaspillage. Quels choix ont donc été faits par les gouvernements successifs quant aux dépenses sur lesquelles a porté le freinage ou pour certaines d'entre elles, la réduction ? Car il peut y avoir eu réduction de certaines, même si le montant global n'a pas été réduit. Pour y voir clair, classons d'abord selon leur fonction le contenu en 2003 des 4 grandes composantes de la dépense publique française. Un peu plus de la moitié du total, 52%, rassemble ce qu'on appelle les dépenses de transfert. Environ 9/10 de celles-ci sont des transferts sociaux finançant des prestations et autres aides sociales en espèces ou en nature. Elles sont destinées aux retraités, aux malades et aux hôpitaux, aux familles, aux chômeurs et autres personnes en difficulté, aux personnes handicapées, au logement social, à la formation professionnelle, etc.
Un second ensemble, 38% du total, constitue ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. L'OCDE 7 les appelle dépenses de consommation des administrations. On peut y distinguer 3 catégories de dépenses, 8% consacrées aux fonctions régaliennes de l'État, défense, etc., 12% à l'ensemble enseignement, formation, action culturelle, enfin 18% au fonctionnement des administrations de gestion financière et de gestion territoriale, collectivités locales, et à l'action économique. Recherche financée sur fonds publics, infrastructures, transports, développement urbain et rural, environnement, aide à divers secteurs économiques et au dom-tom, etc. Deux autres composantes complètent la liste. Les dépenses d'investissement intervenant dans le total pour 6%, et les intérêts versés aux créanciers de la dette publique intervenant pour un peu plus de 5%. Les transferts sociaux sont de loin la part la plus importante de la dépense publique. L'information statistique les mesurant séparément ne remonte qu'au début de 1970. Mais il est clair que dans les 30 dernières années au moins, on le voit dans le tableau qui suit, leur rythme de progression évolue dans le même sens descendant que celui de la dépense publique globale. La seule différence est que le taux moyen annuel d'augmentation au cours de la dernière dizaine d'années est plus élevé, ou, si l'on préfère, moins ralenti, dans le cas des transferts sociaux que dans le cas du reste de la dépense publique. Taux d'évolution, en pourcent par an, de la masse des transferts sociaux exprimés en francs ou euros constants, c'est-à-dire en pouvoir d'achat. Ce comportement n'est pas spécifique à la France. Une analyse comparative internationale, effectuée en 1994 pour le Conseil économique et social français 8 à partir de documents harmonisés, fournis par l'OCDE, met en évidence la forte chute des rythmes de progression des transferts sociaux, tous exprimés en pouvoir d'achat, intervenus au cours de la décennie 80 dans la totalité des pays économiquement avancés européens, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada et au Japon. Taux d'évolution, en pourcent par an, du pouvoir d'achat des transferts sociaux en 17 pays calculés à partir des données harmonisées par l'OCDE. Les dépenses dites de fonctionnement, dont on a décrit brièvement plus haut la composition, ont été dans l'ensemble freinées plus tôt et en fin de compte davantage que les transferts sociaux, comme il apparaît dans le bref tableau ci-après. Taux d'évolution, en pourcent par an, des dépenses de fonctionnement exprimées en francs constants. Certaines fonctions, comprises dans le fonctionnement, ont été davantage encore soumises au freinage. C'est ainsi que les dépenses consacrées à la défense n'ont augmenté que de 1,4% par an entre 1982 et 1993, et ont diminué de 0,4% par an entre 1993 et 2002. Les dépenses de recherche sur fonds publics, sur lesquelles nous n'avons pu avoir des informations précises qu'à partir de 1992, n'ont progressé que de 0,8% par an entre 1992 et 2003. Les dépenses des enseignements-formations ont été un peu mieux servies. Elles ont augmenté de 2,3% par an pendant la même période, 1992 à 2003. Les dépenses d'investissement ont connu une évolution très différente des dépenses de transfert ou de fonctionnement. Entre 1978 et 1983, elles ont augmenté en francs constants de 1,1% par an seulement. Entre 1983 et 1993, elles se sont accrues davantage, plus 3,3% par an, du fait de la transmission par l'État aux collectivités locales de certaines compétences, concernant principalement les lycées et collèges, ce qui a incité les élus locaux à créer des équipements nouveaux ou améliorer les anciens. Enfin, entre 1993 et 2003, elles ont progressé à nouveau de 1,2% par an seulement. Une des raisons de ce retour à une faible progression est le recours croissant des collectivités locales, pour certains travaux, distribution d'eau, assainissement, collecte et traitement des déchets ménagers, transports urbains, etc., à la délégation de services publics confiés à des sociétés d'économie mixte ou à des entreprises privées. La dernière grande composante de la dépense publique, à savoir la somme des intérêts de la dette de l'État et des collectivités locales, est un cas particulier de dépense. Faible en 1978, 4,3 milliards d'euros, elle a fortement augmenté de façon continue, 15,5 milliards d'euros en 1983, 38,8 milliards en 1993 jusqu'à 1996 où elle a atteint 47,7 milliards d'euros.
Elle n'a plus augmenté ensuite. Elle était de 47,3 milliards d'euros en 2003. La tendance au freinage, qui apparaissait à la lecture de l'évolution de la dépense publique globale, s'est ainsi retrouvée à l'examen de chacune de ces deux composantes majeures. Elle s'est manifestée en outre, au cours des 10 dernières années, dans le cas des investissements publics et d'une manière assez particulière, dans le cas des intérêts de la dette. L'ampleur du freinage n'a tout de même pas été la même dans toutes les activités, ce qui témoigne, de la part des pouvoirs publics, de choix plus ou moins délibérés. On a observé par exemple que les dépenses des enseignements formation et de transferts sociaux ont été parmi celles qui ont le moins ralenti leur progression. On peut compléter cet examen de l'évolution de la dépense publique par une brève comparaison de la gestion des trois catégories d'administration publique. Les trois tableaux ci-dessous mettent en parallèle l'évolution des dépenses de l'État, les plus centralisées, des collectivités locales, plus décentralisées, et des organismes de sécurité sociale, auxquels les partenaires sociaux sont les plus associés. On constate que les trois catégories d'administration publique ont toutes plus ou moins ralenti leurs dépenses. Les évolutions sont toutes exprimées en francs constants. On constate aussi que c'est l'État, auquel les contestataires les plus libéraux ont le plus fortement reproché l'excès de la dépense publique, qui a ralenti le plus tôt et le plus fortement sa dépense. Certes, il faut ajouter qu'indépendamment des périodes prises en considération ci-dessus, l'État a mené à 3 reprises au cours des 30 dernières années de brèves mais vigoureuses politiques contracycliques pour combattre 3 phases récessives du cycle économique. En 1975, sa dépense a cru de 8% en un an, en 1981 et 1982 de 5,6% par an, et en 1992 et 1993 de 4,6% par an. Il faut rappeler aussi qu'au cours de la période 1983 à 1993, les collectivités locales ont été en charge d'une décentralisation qui les a amenées à faire dans certains domaines, l'investissement en particulier, des politiques d'expansion relativement soutenues. Il faut enfin remarquer que la sécurité sociale a ralenti sensiblement sa dépense dans la période 1983 à 2003, malgré la montée du nombre des retraités, le développement des besoins de soins et des techniques de santé et l'accroissement du nombre des chômeurs. Au total, l'évolution de la politique de dépenses publiques s'est bien inscrite au cours des 20 dernières années dans le cadre de la philosophie libérale dominante. Mais celle-ci a été dans l'ensemble pratiquée avec modération. Cela n'a pas empêché que certaines activités ont été vraisemblablement par trop ralenties, au point d'être réduites au-dessous de ce qui eût été nécessaire et sans doute possible. Parmi celles-ci, on a noté la défense et la recherche, mais on en trouverait sans doute quelques autres, les hôpitaux, le logement social, etc., en procédant à une analyse plus approfondie. Chapitre 6. La priorité à la politique de l'offre. En même temps que s'opérait un ralentissement de la plupart des dépenses publiques, la source de leur financement a connu un changement notable. Globalement, on peut dire que les prélèvements destinés à ce financement, et plus spécialement au financement des dépenses à finalité sociale, se sont, comme on va le voir, partiellement déplacés des entreprises vers les ménages. Depuis 25 ans environ, les taux des cotisations sociales à la charge des entreprises ont fortement augmenté en fonction du nombre des salariés à rémunération élevée, peu nombreux, tandis qu'ils ont augmenté beaucoup plus modérément en fonction du nombre des titulaires de salaires moyens, et sensiblement diminué en fonction du nombre des plus modestes. C'est au cours des 12 dernières années que l'allègement de ces dernières charges a été le plus marqué. Il l'a été davantage dans les entreprises individuelles, où les bas salaires étaient relativement nombreux, que dans les sociétés. À la fin des années 70 et pendant les années 80, le but poursuivi était d'alléger nos coûts de production pour réduire nos prix et accroître notre compétitivité internationale, alors que la concurrence commençait à se faire plus dure. Sur ce point, nous avons partiellement réussi. Depuis une douzaine d'années, notre commerce extérieur a presque continuellement été en excédent neuf. Mais l'aide apportée à certains de nos secteurs d'activité, textile, cuir, appareils ménagers, n'a pu leur être utile que lorsqu'ils se consacraient à des productions de haute qualité. Nos prix, pour les produits de bas de gamme ou de moyenne gamme, restaient trop élevés par rapport à ceux des pays en développement. Dans une seconde période,
certaines charges ont été allégées essentiellement pour diminuer le coût pour les entreprises des rémunérations des salariés peu ou non qualifiés, et inciter les dites entreprises à en embaucher davantage, tout en respectant le SMIC. Le résultat en matière d'emploi n'a pas été nul, mais il semble bien avoir été relativement modeste. Des licenciements ont sans doute été évités, mais peu d'embauches nouvelles suscitées. Entre 1993 et 1998, le nombre des salariés peu ou non qualifiés a diminué de 0,6%. Entre 1998 et 2002, il a augmenté de 7,2%, mais celui des salariés qualifiés est accru de 14,5%, et les embauches ainsi réalisées ont été surtout dues à la haute conjoncture européenne de ces années, et pour une part à la réduction de la durée du travail. Les taux des cotisations sociales à la charge des salariés qui, jusqu'à 1978, augmentaient plus lentement que les taux des cotisations à la charge des entreprises, se sont mis à croître sensiblement plus vite que ceux-ci dès le début des années 1980, et cela jusqu'à 1991. C'est à cette date qu'a été mise en place la CSG, Contribution sociale généralisée, à laquelle on a adjoint la CRDS, Contribution à la réduction de la dette sociale. Parallèlement, le prélèvement des cotisations sociales à la charge des salariés a fortement ralenti, puis s'est peu à peu stabilisé, exprimé en pouvoir d'achat. Pendant ce temps, la CSG 10 connaissait en compensation une hausse considérable. Entre l'année 1991 et l'année 2003, le montant prélevé sur les ménages à ce titre a été multiplié par 13,8, ce qui correspond pendant ces 12 ans à une progression moyenne de 24,5% par an. Certes, cette contribution, si elle est prélevée sur tous les salaires, l'est également sur les retraites et la plupart des revenus du capital. Mais au total, si l'on compare de 1978 à 2003 l'évolution des cotisations sociales à la charge des entreprises et celle des prélèvements correspondant à la charge des ménages, cotisations sociales salariales et CSG-CRDS, on voit bien que le financement de ces transferts a été l'objet d'un fort déplacement de la charge des entreprises vers la charge des ménages. Par en pourcent du financement des transferts destinés aux prestations sociales. Certes, on conçoit que devant la vigueur croissante de la concurrence mondiale, les dirigeants d'entreprises et les gouvernements français et européens successifs aient pensé qu'il fallait libérer le plus possible les entreprises de leurs charges. Mais si ces entreprises ont été naguère chargées de cotisations sociales, ce n'était pas non plus sans raison. L'argent ainsi prélevé, qui d'ailleurs a été le plus souvent intégré dans le prix de vente des produits, et mis ainsi en fin de compte à la charge des clients des entreprises, allait en effet pour une large part à des catégories sociales moyennes et modestes, qui en avaient besoin. Les entreprises elles-mêmes en bénéficiaient en aval, sous la forme des achats supplémentaires auxquels, grâce à ces prestations sociales, les ménages en question pouvaient accéder. Il y avait donc dans ce processus une redistribution génératrice d'un plus de croissance. Quand on lit le tableau qui précède, on peut craindre que l'ampleur de la nouvelle charge imposée aux ménages ait pour effet de diminuer les dépenses de certains d'entre eux pour maintenir les prestations allant à d'autres. Certes, une partie du supplément des cotisations en question est demandée aux catégories sociales aisées, qui peuvent y faire face en prélevant sur leur épargne plutôt que sur leurs dépenses de consommation. Mais il n'en va sans doute pas de même de nombreux salariés moyens et modestes, et de ceux parmi les retraités qui n'ont qu'une petite retraite. Il y a donc là le risque d'un moins de croissance. Or, par ailleurs, au cours des 25 dernières années, on a eu tendance à alléger les taux les plus élevés de l'impôt progressif sur le revenu, et à donner divers autres avantages fiscaux aux détenteurs de capitaux. Le montant de l'impôt sur le revenu, qui entre 1978 et 1983, avait augmenté en francs constants, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, de 3,2% par an, et entre 1983 et 1991, de 1,1% par an, a diminué entre 1991 et 2003 de 0,2% en moyenne par an. Les bénéficiaires de ces mesures n'en ont sans doute guère profité pour accroître leur consommation, mais plutôt leur épargne. Il est vrai qu'une des raisons des avantages ainsi accordés aux ménages les plus aisés était probablement d'éviter le plus possible, dans un contexte de libéralisation des mouvements de capitaux, le risque d'expatriation d'une partie de ceux-ci.
Mais l'épargne ainsi accrue a dû vraisemblablement être investie pour une part en France et pour une part à l'étranger. Car entre 1991 et 2003 l'investissement des entreprises françaises a peu progressé en France. Plus 1,6% en moyenne par an en francs ou en euros constants. Pendant la même période, 1991 à 2003, où l'impôt global sur le revenu passait de 47,3 milliards d'euros à 39,8 milliards, le montant global de la CSG passait de 4,6 milliards d'euros à 63,6 milliards. Ce sont ainsi les classes sociales moyennes qui ont été le plus amenées à freiner leur consommation, pour participer davantage au financement des transferts sociaux. Cela a contribué au freinage de la croissance. Entre 1991 et 2003, le volume du PIB français ne s'est accru que de 1,8% en moyenne par an, et 1,7% entre 1991 et 2005. L'allègement de l'impôt sur le revenu des catégories sociales aisées, comme le transfert des charges sociales des entreprises vers les ménages, sont des composantes d'une politique de l'offre qui s'explique par le contexte de concurrence croissante, mais qui aurait dû davantage être accompagnée d'une politique de la demande solvabilisant les catégories sociales moyennes et modestes. Récemment, soucieux à juste titre d'une reprise plus vigoureuse de la croissance, des économistes de renom ont plutôt proposé une politique de l'offre plus active encore, en faisant notamment référence à la loi qui porte le nom de Jean-Baptiste Say, l'un des fondateurs de la théorie libérale, loi selon laquelle l'offre crée elle-même sa propre demande. La loi en question s'appliquait remarquablement à l'époque de Jean-Baptiste Say. Il est mort en 1832, et a continué de se révéler féconde jusqu'à la fin du XIXe siècle. On peut même considérer qu'aujourd'hui, elle est une des bases de la croissance des pays émergents, les investisseurs étrangers participant d'ailleurs de plus en plus à l'initiative de l'offre. Elle peut aussi jouer un certain rôle dans un pays comme les États-Unis, où l'immigration de personnel qualifié est organisée et importante, et où d'autres immigrés, peu ou non qualifiés, mais dynamiques, arrivent plus ou moins sans ressources et se réjouissent de chaque dollar gagné. Mais la loi de Say est beaucoup moins applicable aujourd'hui dans les pays économiquement avancés de la vieille Europe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.